Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Sword and Sorcery dans laquelle nous allons étudier un nouveau personnage. Et ce nouveau personnage est, roulement de tambour, Morrigan! Morrigan, chasseuse de démons, Morrigan, chasseuse de sorcières, d'un côté ou de l'autre, hein, donc un personnage neutre, encore une fois. Donc ce côté-là est le côté que vous voyez, donc les cheveux noirs, chasseuse de sorcières, et les cheveux blancs, chasseuse de démons. Alors grosso modo, quand elle est chasseuse de démons, bah, elle chasse des démons, hein. Quand elle est chasseuse de sorcières, elle chasse des morts vivants. Voilà. Donc un archétype vraiment, vraiment sympa, avec, comme on peut le voir ici sur ces images-là, un fouet, une petite arbalète à une main. On va voir que c'est quand même vraiment très sympathique comme gameplay. Le gameplay avec le fouet, c'est très très rigolo. Sans attendre, on va passer en vue plongeante pour regarder un peu la figurine de Morrigan et regarder un petit peu ses différentes compétences, comment est-ce qu'elle peut être jouée, etc. etc. Et ben, comme toutes les vidéos parlant de Sword and Sorcery sur la chaîne, enfin beaucoup de vidéos parlant de Sword and Sorcery parlant sur la chaîne. Alors, comme beaucoup de vidéos parlant de Sword and Sorcery sur la chaîne, voilà, c'est bien dans ce sens-là la phrase, sinon ça n'a aucun sens. Je vous retrouve en vue plongeante, à tout de suite. Et me revoilà. Alors, du coup, Sword and Sorcery, hop. Voilà, alors là, on va voir la figurine de Morrigan, qui va arriver ici, tac tac. Morrigan avec son fouet, qui est là. Donc, en fait, on a des compétences, on va commencer par ça, on a des compétences vraiment similaires, enfin presque similaires d'un côté et de l'autre. Côté chasseuse de démons, elle a trois petites planches sac à dos, 2 boucliers, donc un bouclier en sauvegarde, donc très intéressant, 3 de mouvement. Côté chasseuse de sorcières, elle a que 2 places dans son sac à dos, une sauvegarde sur un pentacle et 3 de mouvement, donc là, le vainqueur est le chasseur de démons. Ensuite, parlons un peu de ces 2 capacités passives dont on se tripote légèrement la nouille, en tout cas jusqu'à la fin de l'extension du portail des arcanes, je crois. Parce que dans la boîte de base que j'ai, des démons et des vivants, tu n'en rencontres pas. Donc du coup, début de la campagne, chapitre 1 à 4, enfin les 7 premières quêtes, en tout cas, jusqu'à ton niveau 4, tu ne rencontreras ni mort-vivant, ni démons. À moins d'utiliser les règles qui te permettent de changer les monstres par d'autres monstres de niveau équivalent. Hein, tout simplement, je prends par exemple le Gremlins qui est ici. Si jamais tu as un démon vert, un monstre vert avec un petit point ici, tu peux remplacer les Gremlins par ce monstre-là. Ça t'offre du changement et de la rejouabilité au niveau de la quête de base, ce qui permettrait peut-être éventuellement d'avoir d'autres monstres. Et encore, comme je n'ai pas les boîtes, je ne sais pas trop si on va avoir des monstres avec des points de type mort-vivant ou démon. Ça fait quoi? Ça fait que, du coup, arc ennemi, donc ta capacité spéciale, les morts-vivants sont un ennemi mortel, les démons sont un ennemi mortel. En vengeant, donc du coup, capacité spéciale, quand tu attaques ton arc ennemi, eh ben, tu infliges sur les petits diablotins critiques, et ça c'est contre les morts-vivants, et quand tu infliges saignement contre les démons avec le petit diablotin. Saignement, c'est une nouvelle règle qui est apparue avec ce personnage-là et qui apparaît, je crois, de mémoire, dans la première extension de la boîte de base, à savoir le portail des arcanes. Ensuite, prenons la roue de pouvoir. La roue de pouvoir est ici, on part de niveau 1, 5 points de vie, une compétence d'attaque, une action spéciale, un pouvoir. Et de l'autre côté, pareil. Regardons un peu ce qui nous attend une fois arrivé au niveau 7. Donc là, on est côté chasseuse de démons. On a 13 points de vie, une action d'attaque, 3 actions spéciales, 6 pouvoirs et 2 talents. Et de l'autre côté, on a 13 points de vie, une action d'attaque, 3 actions spéciales, 6 pouvoirs et 2 talents. Donc, en gros, c'est tout pareil, sauf que le chasseur de démons a un sac à dos de plus et un bouclier de plus. Je vous laisse à votre choix, hein, sachant que les morts-vivants et les démons, on n'en rencontre pas d'ici là, enfin, on n'en rencontre pas très très tôt dans la bataille. Je crois que c'est dans l'extension Darkness Fall où on rencontre des morts-vivants à partir de la quête 10, je crois. Il me semble, au bout de 10 quêtes, du coup, quand tu pars de 0, tu vas rencontrer. Dans le portail des arcanes, au bout de 6 quêtes, tu vas rencontrer des démons. Donc au début peut-être de l'extension du portail des arcanes.
Enfin, ouais. Enfin, en tout cas, dans la boîte de base, tu vas pas rencontrer de démons. Donc, du coup, bah, cette habilité, finalement, elle te sert à rien. En tout cas, dans le début du jeu, en ce qui nous concerne. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi. On va regarder maintenant les capacités Ghost des deux personnages. Hein. Eh ben, grosso modo, hein, on target un undead, on fait 2 points de dégâts. On target un démon, on fait 2 points de dégâts. Voilà. Donc là, encore une fois, ben, ça sert pas à grand-chose, malheureusement. On va tout de suite passer sur le choix des armes. Le choix des armes, elle arrive avec un fouet qu'on met dans la cache, hein. Un fouet qui est très puissant. Une arme à une main, ça fait une touche, 3 dés bleus portée de 1, donc déjà tu as une petite portée, une arme de type dextérité, donc elle n'est pas obligée de le porter, mais tu peux donner ça à n'importe qui d'autre. Si tu as un ou plus diablotin ou plus sur ton lancer d'attaque, tu perds un point de vie. Alors c'est dommage, mais bon. Sur un éclair, tu fais plus une touche, 2 éclairs, tu fais KO. Alors, je vous renvoie sur la vidéo de Tristan, traitant de Tristan ici, traitant de Tristan, oui. Il a une capacité spéciale avec sa bannière qui fait que tu peux remplacer un diablotin par n'importe quel autre résultat. Éclair, bouclier, pentacle. Non, éclair, bouclier, touche, pardon, voilà. Donc, grosso modo, si tu fais un diablotin et que tu as Tristan qui est avec toi, bah, du diablotin qui est ici, bah, tu peux que ça peut devenir une touche en plus, ou un éclair. Bon, l'éclair, c'est pas très intéressant ici, mais tu peux que ça devienne une touche en plus, et ne pas subir ta perte de points de vie. Donc, c'est un personnage du coup qui est fait pour utiliser un fouet. Ses capacités sont là pour utiliser un fouet. Elle a beaucoup de capacités qui parlent d'utiliser un fouet. Il y en a une, il y en a deux. Il y a au moins 2 capacités qui parlent d'utiliser un fouet. Il y en a 3, pardon. Il y a 3 capacités qui parlent d'utiliser un fouet. Donc sur toutes les cartes qu'elle a, il y a combien de capacités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 10 capacités. Donc 30% de ces cartes utilisent un fouet. Donc, bah tu mets un fouet, hein, parce que tu vas voir que les compétences qui utilisent le fouet sont quand même très badass. Le problème, c'est que ce fouet, il vient de la cache. Et dans la campagne 1, enfin en tout cas dans la boîte de base 1, eh ben, t'en as pas d'autre. Voilà, donc tu vas te traîner cette arme-là jusqu'à, a priori j'ai été gratté un peu sur les internets, jusqu'à l'acte 2 où tu as un fouet enflammé qui est présent, mais c'est une carte de type trésor. Donc bah, avant d'arriver à la piocher, il va falloir un gros coup de chatte. Donc, bah, soit tu arrives à contrôler ton paquet trésor pour essayer de tirer cette carte-là, soit bah, tu fais avec ton trésor ici. Bon, tu peux le forger, bien évidemment, pour qu'il te rapporte, pour qu'il fasse une touche de plus. Mais bon, c'est par quête, hein, la forge. Donc, bon. Voilà, donc il n'y a pas d'autre fouet, malheureusement, à lui donner pour l'instant. On va parler des pouvoirs. On va prendre le Whipmaster. Whipmaster qui est un passif. Donc déjà, ça commence. Toutes les attaques avec le fouet. On ignore la blessure due par le résultat des diablotin. On rajoute un sous le rank divisé par 2 des rouges. Et en plus, sur le résultat sur la sensorie, ça fait saignement. Donc, grosso modo, tu n'as pas... je vois pas pourquoi ne pas prendre ça. Tu la prends obligatoirement. C'est la capacité que tu prends dès le départ. Ça ignore la critique, les écarts critiques que tu peux te prendre, hein, et ça rajoute du saignement, et ton random divisé par 2 des rouges. Donc quand tu es au rang 1, ça te rajoute 1 des rouges. Quand tu seras au rang 2, 1 des rouges. Quand tu arrives au rang 3, ça va te rajouter 2 des rouges. Hein, donc là, avec le fouet, tu vas avoir au rang 1, une touche, 1 des rouges, 3 des bleus. Avec une portée de 1. Qui peut infliger saignement. Et qui fait que sur un diablotin, tu prends plus de blessures. Donc, on est d'accord que ça, ben, c'est obligatoire. Deuxième capacité utilisant le fouet, le Whip Jump. Si tu portes un fouet en arme principale, bien évidemment, hein, tu ignores, alors, all hindrance sont les obstacles, donc tu ignores tous les obstacles, donc les cases qui te font que tu prends un point d'écart quand tu rentres dedans, les cases qui font que tu perds du mouvement, enfin, passer par une case, c'est 2 de mouvement, les cases qui font que tu peux pas y passer, parce qu'ils sont à l'étage du dessus, je pense à des balustrades, etc., etc. Et bien avec ça, si tu utilises ton fouet, tu peux
ignorer des obstacles. En fait, ces cartes obstacles, tu les considères comme des cases normales. Alors c'est une bonne carte, mais tu n'en as pas forcément besoin au début du jeu. Alors, effectivement, dans le scénario basique d'initiation, tu en as besoin, mais bon, du coup, tu commences déjà avec ça. Donc c'est une carte que je pense tu gardes de côté, un pouvoir que tu gardes de côté pour pouvoir arriver un peu plus tard. Mais au début du jeu, pour moi, t'en as pas besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte Hero of the People. Au début de la quête, on peut gagner, si je suis niveau 1, une besace. Au niveau 5, une carte trésor. Au niveau 6, une besace et une carte trésor. Donc clairement, si tu veux que ça soit rentable, il faut que tu prennes ça vraiment en début de campagne pour pouvoir maximiser tes chances d'avoir de la besace, donc de l'or, rapidement. Si tu prends ça en milieu de quête ou en milieu de campagne ou en fin de campagne, l'intérêt est limité. Donc soit tu la prends au début, soit tu la prends pas du tout. Voilà. Effectivement, ça va être intéressant au niveau 4 d'avoir forcément une carte trésor. Mais je pense qu'il y a quand même mieux à faire au démarrage que de prendre ça. Le truc, c'est qu'effectivement, il faut la prendre en début de campagne. Si tu la prends vers la fin de la campagne, tu auras perdu des activations de ce pouvoir-là. Si tu la prends genre au niveau à la 4 sur 8, admettons, du coup, tu as passé 4 quêtes où tu ne l'as pas eu, 4 quêtes où tu l'auras. Alors que tu l'auras pris dès le départ, tu aurais 8 quêtes à avoir ça à chaque début de quête, avoir des sous en plus ou éventuellement un trésor en plus. Bon. Ensuite, nous avons la carte Sacred Weapon, une action passive, gratuite, pardon. Donc ça, niveau 1, 2 de cooldown de recharge, jusqu'à la première phase de temps. Nos attaques contre notre arc ennemi ignorent toutes les résistances ennemies. Bon, alors oui, d'accord, très bien. Donc, effectivement, imaginons que l'ennemi soit résistant au feu, il va ignorer toutes les attaques de feu. Ou le fouet, il fait des résultats des attaques de type slash. Admettons que l'ennemi soit insensible aux attaques de type slash, et du coup, là, ça le permet de faire en sorte que, du coup, il en soit sensible. Le problème, c'est que c'est ton arc ennemi. Et on a vu que l'arc ennemi, c'est soit les morts-vivants, soit les démons. Et on n'en croise pas avant un petit moment. Donc, cette compétence, pour moi, n'a pas du tout lieu d'être. Hein. C'est pas très très intéressant. Prochain pouvoir, le Intense Training. Donc, au niveau 2, c'est un passif, on a plus un de mouvement. Au niveau 4, plus un de mouvement et 2 points de vie. Et au niveau 6, un mouvement, 2 points de vie et surtout une action en plus. Et là, ça vaut le coup. En fait, au départ, tu veux dire un point de mouvement, oui, quand tu es niveau 4, 2 points de vie, admettons pourquoi pas. Niveau 6, par contre, avoir une action spéciale en plus, là je dis oui. Là je dis oui, ça vaut, je pense, le coup de prendre cette compétence, parce que déjà tous les bonus sont intéressants finalement. C'est du passif, donc il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai envie de dire oui, cette compétence-là, sans trop de problème, on peut effectivement la prendre avec nous. Alors, pas au départ, mais peut-être dès le niveau 2, histoire d'avoir plus un de mouvement au niveau 2. Mais bon, on verra qu'il y a peut-être des trucs plus sympathiques qui vont arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme compétence? Nous avons le Hardened. Hardened, ça fait quoi? C'est un Harden. Mon accent anglais est déplorable. Pouvoir de niveau 2 de cooldown jusqu'à la première phase d'événement. De temps. On peut... Ouais, mais ça encore, voilà. On peut, je l'ai pas vu, on peut réussir automatiquement n'importe quelle sauvegarde fait contre un pouvoir arc de notre arc ennemi ou un pouvoir effet de notre arc ennemi. Bon, oui. Comment dire? Comment dire? Déjà, de base, t'es pas censé subir des pouvoirs et des effets de l'ennemi, hein, parce que le tank est là et pour ça. Donc si jamais c'est toi qui subis ça, t'es dans le caca. En plus, encore une fois, les démons et les morts-vivants, tu ne les vois pas arriver avant un petit moment dans l'aventure. Donc ce pouvoir, c'est clairement non. Pour moi, c'est clairement non, parce que même il y aurait des démons et des morts-vivants, c'est autant que d'être devant toi et de choper les dégâts. Je rappelle que ton fouet porte à une case, hein, donc tu n'as aucun intérêt à être dans la même case que le tank. Ton tank il est censé être là, je vais prendre des Carus ici, ou Tristan, peu importe, voilà, Tristan. Hein, toi, tu es derrière et tu arroses au fouet par derrière, hein, tu n'es pas ici. Si tu es ici, c'est la merde, d'accord? Donc tu n'as rien à faire là, donc non.
Prochaine compétence, le Hunter Spray, une action spéciale, 2 de distance. L'ennemi ciblé compte comme un arc ennemi jusqu'à la fin jusqu'à la prochaine phase d'événement. Alors, du coup, là, effectivement, tu peux faire en sorte que l'ennemi que tu cibles, typiquement toi, soit considéré comme un arc ennemi. Et donc, eh ben, en fonction de ce que tu as appris ici, que le critique soit le diablotin ou que tu lui mettes saignement. Mais c'est une action spéciale, tu as ça au niveau 2. Franchement, j'ai envie de dire, on se soucie pas de ce pouvoir-là, parce que au pire, quand tu vas progresser dans la campagne, tu vas finir par rencontrer tes vrais arcs ennemis. Et donc, bon, bah, pouf, quoi, plus deux fois par... Enfin, comment dire, une fois tous les 2 tours, c'est un cooldown de 2, tu vas pouvoir utiliser ce pouvoir-là. Une action spéciale, je pense que tu as autre chose à faire que dépenser des actions en action spéciale. On arrive au Twin Blows. Alors, une action gratuite. Là, c'est intéressant. Niveau 3, 1 de cooldown. Si notre attaque au fouet fait KO, hein, parce que notre fouet peut faire KO, on va faire une attaque en plus avec l'arc équipé en arme secondaire contre le même ennemi. Parce que notre ami Morrigan peut être équipé, bien évidemment, avec une petite arbalète à une main. Alors, il faut que j'arrive à trouver des cartes trésors qui sont dans ce style-là. Hop, le trésor, par exemple. Je vais chercher un arc pour vous montrer à quoi ça ressemble dans les trésors. Voilà. Alors, pas lui. Mais est-ce que j'en ai en fait? C'est pareil, ça aussi, là, des trésors, des arbalètes comme ça. Je suis pas sûr qu'on ait ce qu'il faut dans la boîte de base pour pouvoir s'en servir, en fait, de ça, d'avoir une petite arbalète à une main. Je pense que ça arrive dans l'arc 2, en fait. Donc, il y a des compétences que, malheureusement, ben, on va, encore une fois, ne pas pouvoir utiliser dans cet arc 1. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on nous dit que il n'y a aucun trésor, le seul arc qu'il y a ici, c'est un arc dans les trésors, c'est un arc à deux mains. Je vais voir au niveau des arcs, on peut peut-être acheter à l'Imperium, avec un peu de chance, on va peut-être avoir ce qu'il faut. Et encore là, je suis très très circonspect à ce sujet. Masse, non, l'arc, c'est un arc. Hein. Voilà, si, effectivement, on a une arbalète qui est arrivée avec elle, du coup, dans le mince, pour l'Imperium, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc effectivement, elle arrive à ce qu'il faut comme arme, mais voilà. Alors peut-être que dans l'acte 2, il y aura quelque chose, mais du coup, voilà. On se trouve ici avec cette arbalète à une main, n'est-ce pas, en arme secondaire. Voilà, on peut avoir ça. Du coup, le Twin Blows va nous permettre d'effectuer une action en plus avec cette arme-là. Donc ça implique quoi? Ça implique que déjà, il faut que tu aies acheté ça à l'Imperium, et si tu as acheté ça à l'Imperium, et si et seulement si tu as acheté ça à l'Imperium, ça vaut le coup. Si tu n'as pas acheté ça à l'Imperium, cette compétence ne te sert à rien parce qu'il n'y a pas d'arc que tu peux porter en arme secondaire à une main. En tout cas, pas dans la boîte de base. Je ne sais pas s'il y en a dans l'acte 2, mais en tout cas, dans l'acte 1, c'est sûr que non. Donc du coup, autant, si tu veux partir cette compétence-là, au lieu de lui mettre un bouclier en arme secondaire, tu peux lui mettre du coup l'arbalète, hein, si tu arrives à l'acheter, bien évidemment. Et là, la compétence devient utile. Voilà. Là, la compétence devient utile. C'est là qu'on a notre prochaine attaque à l'arc inflige sur un éclair. Et sur 4, une touche et un éclair, au niveau 4. Tout ça a un cooldown. Donc, du coup, le marksman qui arrive ici, c'est un très bon pouvoir, à condition d'avoir le twin bow, bien évidemment. Donc, de faire ton attaque au fouet, si ça fait KO, de pouvoir faire ça. Donc, tu actives ça pour faire ton attaque au fouet. Enfin, de grosso modo, non, tu fais ton attaque au fouet. Si elle a fait KO, tu actives ça, et tu actives ça en même temps. Ce qui fait que ta prochaine attaque à l'arc aura plus un éclair, ou au niveau 4, une touche et un éclair. Donc ça fait que ton attaque ici fera forcément, si tu as cette compétence-là, moins 1 d'armure. Voilà. Bon. Mais ces 3 cartes-là, elles sont très fortement liées entre elles. Voilà.
Si tu veux partir sur cette configuration avec Morgan, hein, bah, effectivement, ça implique que tu achètes ça à l'Imperium pour 55 pièces d'or et que tu aies ces deux compétences-là pour que ça devienne vraiment très efficace. Et il faut que tu arrives à faire KO. Donc il faut que tu aies déjà 2 éclairs ici. Voilà. Mais on verra qu'il y a moyen de supprimer un éclair. Et éventuellement, on doit gagner un autre si on fait un petit diablotin avec Tristan, qui est là, par exemple. Là, tu peux, en faisant un diablotin, gagner un éclair. Donc, tu as déjà fait la moitié du chemin. Et après, sur 3 dés bleus, il faut arriver à faire un autre éclair pour arriver à faire KO. Bon. On a quoi d'autre comme pouvoir? On a le Banishing Power. Alors, ça fait quoi, ça? C'est une capacité de niveau 3. C'est une action spéciale. Encore une fois... ça parle de l'arcanomie, bien évidemment, et c'est 1 de portée. Alors, ça fait quoi? On lance un dé rouge. Ok, jusque-là. Target enemy suffers, donc fire 1, si on est un arcanomie, et en plus, en fonction du résultat du dé rouge, ça fait ça. Si on fait un symbole étoile, il devient ralenti, un pentacle, il devient aveugle, un diablotin, il prend poison 1, et un symbole incenserie, il prend 3 points de dégâts. Je pense que c'est un pouvoir très sympathique. Parce que tu lances ton dé rouge, et tu as forcément un effet qui va tomber. Alors forcément, si tu tombes une touche, c'est pas de bol sur ton dé rouge, mais il y a quand même un effet à faire sur quand même 4 possibilités sur le dé rouge. Donc c'est pas dégueulasse. Au niveau 3... Bon, là, tu oublies l'arcanomie encore une fois, hein, le Fire 1, tu l'oublies. Par contre, c'est d'appliquer cet effet-là, l'effet slow, blind ou poison sur un ennemi, eh ben, c'est quand même intéressant de pouvoir l'appliquer juste en lançant un dé rouge. C'est vraiment, ouais, non, je pense que c'est vraiment une compétence qui peut être très intéressante à prendre, celle-là. Ensuite, nous arrivons à une action d'attaque, enfin. Donc le Banishing Strike, qu'est-ce qu'il fait? Une portée de 1. On fait X touches, X étant équivalent à notre niveau de random divisé par 2. 2 dés rouges, 2 dés bleus. C'est une action d'attaque. Hein. Au niveau 4, on peut faire une attaque de zone. Et au niveau 6, sur un éclair, sur un pentacle, c'est de la zone. Et au niveau 6, c'est un pentacle, c'est mortel. Donc ça a quand même des gros cooldowns, 3 et 4, hein, de cooldown, de recharge. On a 55% de chance de faire une attaque de zone. Et l'éclair, c'est 71% de chance d'obtenir l'éclair. Donc on a quand même plus de chance de faire un éclair que faire une attaque de zone. Alors, ça utilise son action d'attaque, mais quand tu regardes un petit peu ton fouet qui est ici, combiné avec cette attaque-là, hein, voilà, hop, si je mets ça comme ça, l'attaque du fouet de base est plus intéressante que l'attaque de ce pouvoir-là. Hein. Bon, effectivement, tu as l'arcanomie ici où tu peux mettre un Fire 2, mais pour l'instant, les arcanomies, bah, comme je dis, bah, il n'y en a pas. Donc, regardons le fouet. Le fouet, il fait quoi? Le fouet, donc déjà, tu ignores le petit bonhomme, là. Tu gagnes une touche, tu gagnes autant de dés rouges que ton random divisé par 2. Et tu peux faire saignement sur un symbole, sur un sorcerie. Donc là, tu as 3 dés bleus, donc là contre 2. Là, tu as 2 dés rouges fixes, mais là, tu as un dé rouge par random divisé par 2. Donc arrivé au niveau 3, déjà, tu as tes 2 dés. Voilà, donc là, tu as 2 dés rouges plus 2 dés rouges. Donc là, tu as une touche. Et là, tu obtiens une touche par random divisé par 2. Donc au niveau 3, tu auras 2 touches. Donc ça sera 2 touches, 2 dés rouges, 2 dés bleus, contre une touche, 2 dés rouges, 3 dés bleus. Pour moi, le fouet est supérieur. D'autant plus que sur une étoile, tu fais plus une touche, ce qui n'est pas le cas ici. Sur un éclair, une plus une touche, et sur 2 éclairs, tu as KO. Hein. Et je rappelle qu'avec le KO, tout est KO. Tu peux faire ça, et du coup, refaire une attaque avec ton arbalète ici. Donc, tout ça combiné fait que le Banishing Strike, je ne m'en suis pas servi. J'ai vraiment moi, fait ce petit combo-là. Whipmaster, Marksman, Twin Blows ici avec le fouet, pour arriver à faire quelque chose de sympathique. Il a son petit pouvoir légendaire, qui nous dit qu'une fois par quête, hein, au niveau 7, je peux voler. Et je peux immédiatement faire une action de mouvement de plus. Voilà, donc je gagne l'habilité de voler et de pouvoir faire une action de déplacement en plus.
Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir légendaire? Non, mais enfin, du coup, pour moi, aucun intérêt. Alors, effectivement, tu peux voler. Donc, si tu peux te voler, donc tu gagnes, je crois, quand tu voles, c'est 5 de mouvement. Enfin, grosso modo, tu peux. Ils sont les mouvements, là. Tu peux 3 de mouvement et 3 de mouvement. Donc, tu peux arriver à faire 8 de mouvement cumulés. Parce que si tu utilises ton action spéciale pour bondir, tu peux effectivement faire 2 fois. Enfin, tu peux faire 2 fois 4 cases, en fait, quoi, si tu as envie. Mais ça te fait parcourir 8 zones. C'est si vraiment tu es à la bourre. Hein. Après, tu es niveau 7. Donc moi, jusqu'à présent, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Mais je vois pas pourquoi prendre ce pouvoir-là plutôt qu'un autre. Hein, à ce niveau-là. Il est temps de parler des talents. Les talents, on a camaraderie. Camaraderie qui est du coup quelque chose de très sympathique cette fois-ci, qui va nous permettre de relancer un dé d'attaque par acte. On choisit un héros qui sera notre camarade, et si ce héros est engagé avec un ennemi, on va pouvoir relancer. Donc là, dans cette situation, je choisis Tristan, bien évidemment, enfin le tank comme étant mon camarade. Comme il est engagé, moi j'attaque ici avec mon fouet à portée de 1, je vais donc pouvoir relancer un dé d'attaque. Ça, c'est relativement intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les points de vie. Alors les points de vie, on laisse ça au tank. Hein. Là, à ce niveau-là, pas besoin d'avoir ça. On a le mouvement. Le mouvement, mais on a une capacité qui s'appelle Intense Training que j'ai perdu. Je sais plus où je l'ai foutu. Elle est où? Intense Training. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ok, là. On a ici, on a déjà du mouvement ici. Et en plus, qui nous donne des points de vie, une action spéciale. Donc là, c'est pareil, l'intense training, on laisse tomber. Encore une fois, le marchand, bah, on s'en cague. Les relances, bon, bah, voilà, hein, voilà, prout. Et par contre, le talent expert, là, c'est peut-être un peu plus intéressant. On peut lancer un dé rouge de moins pour obtenir un éclair. Donc avec notre fouet, j'ai perdu le fouet, qui est ici. Et le fait qu'on soit Whipmaster, qui est où? Je l'ai perdu. Qui est Whipmaster, putain, il est où? Il est là. Voilà. Du coup, automatiquement, on aura, du coup, avec ça et ça, on aura un éclair, parce que là, au niveau 1, on a forcément un dé rouge, donc une touche, un dé rouge, donc on aura forcément un éclair. Donc, on a fait la moitié du chaos de chemin. Donc là, ça peut valoir clairement le coup de prendre ce pouvoir-là. Donc pourquoi pas. Après, on a, merde, je l'ai perdu. Putain, je suis perdu dans mes trucs. Et où Marksman? On a ici, voilà, hop, on a cette capacité-là qui nous dit la prochaine attaque avec un beau nous donne un éclair. Donc pourquoi pas. Il est où notre beau ici? Voilà, hop. Éventuellement, en faisant comme ça, pourquoi pas. On retire le rouge qui est ici. On fait une touche, on a un éclair, un autre éclair qui est ici, et on obtient une touche critique. Voilà. Bon, il y a pas mal de calculs à faire, mais je préfère réellement prendre le camaraderie. En tout cas au début pour pouvoir relancer les dés. Après, bah, quand tu choisiras ton second talent, expert peut être une bonne solution. Voilà. Que dire au niveau de l'équipement? Bah, l'équipement, effectivement, il faut trouver des armes offensives de type crossbow. Bon, voilà, dans le paquet, en tout cas le jeu de base, il n'y a que celui-là. Donc forcément, voilà. Mais au niveau, je pense qu'en objet d'acte 2, tu vas trouver des trucs beaucoup plus sympathiques. Ou alors, dans les extensions de l'acte 1, tu vas trouver des armes beaucoup plus sympathiques. Mais là, en tout cas, dans la boîte de base, t'as que ça. Donc, t'es quand même très limité en équipement pour jouer Morrigan et avoir ces deux cartes-là. Hein. Donc, celle-là, tu l'as forcément au démarrage parce que c'est de la cash. Celui-là, il faut aller l'acheter. Bon, comme il faut aller l'acheter, bah, du coup, t'es pas tributaire de choix au hasard dans le paquet trésor. Donc, bon, tu peux avoir rapidement, ton équipement pour toute la partie. Après, bah, ça va jouer sur les armures et sur les artefacts que tu vas avoir à poser. Voilà, pour pouvoir t'équiper. Mais bon. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir je crois que c'est les saphirs, me semble-t-il, en tant que trésor, qui te permettent d'ignorer le nombre de symboles qu'il faut que tu obtiennes pour faire un chaos. Le saphir, ils sont les saphirs. Je vais essayer de trouver un saphir ici. Bougez pas, le saphir. Hop. Ça, c'est une émeraude. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est le saphir qui m'intéresse.
Il est où le saphir? Le saphir... Saphir. Voilà. Une fois par round, grosso modo, la prochaine attaque avec une arme inflige pentacle KO. Voilà. Plutôt que d'avoir 2 éclairs pour faire un KO, tu as besoin que d'un pentacle. Ça peut effectivement t'aider avec ton fouet pour rendre KO quelqu'un et après l'attaquer avec ton arbalète, avec ta compétence qu'on a vu juste avant, qui permet d'attaquer après. Et du coup, comme il est KO, l'adversaire n'a plus d'armure, donc ton tir à l'arbalète va passer de manière un peu plus efficace. Voilà, écoutez, on va se retrouver en vue de dessus pour débriefer sur Morgane. Donc Morgane, que dire d'elle? Je ne sais pas si j'ai présenté la figurine de Morgane, la voici. Donc attention, c'est quand même très fragile avec son petit fouet, là, j'ai un peu peur que ça casse. Morgane, donc, est un personnage très rigolo, très badass, hein, franchement, bah, voilà, mis à part là, le style, l'arbalète à une main, le fouet à la Castlevania, c'est vraiment un personnage claqué sur les balmons. Donc très sympathique à jouer, bon potentiel de DPS avec son attaque au fouet, son attaque à l'arbalète. En plus, elle a une portée de 1 sur les attaques qu'elle fait, donc ça reste très sympathique. Après, clairement, elle manque d'équipement. Elle manque d'équipement avec la boîte de base. Donc si vous jouez avec Morgane, essayez peut-être d'avoir une ou deux extensions du chapitre 1. Donc Portail des Arcanes et puis Darkness, là, l'événement des ténèbres, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus comment ça s'appelle en français, pour pouvoir avoir, mes notes, pour pouvoir avoir de l'équipement en conséquence. Sinon, bah, vous avez son fouet et sa main offensive, hein, voilà, pour pouvoir faire du dégât, sachant que les deux sont forgeables, bien évidemment, pour avoir encore plus de dégâts. Il y a moyen du coup de ne pas avoir à se focaliser sur l'équipement avec elle, contrairement avec d'autres personnages. C'est dommage qu'il y ait si peu d'équipement. Heureusement qu'elle arrive avec ces 2 cartes-là dans la boîte, sinon bah, elle n'aurait aucun intérêt, bien évidemment. Mais bon. Donc un personnage, ma foi, quand même atypique, sympathique, avec le système d'arc ennemi, mais que tu vas pas voir arriver tout de suite. Hein. Si t'as que la boîte de base, ça n'a pas grand intérêt, l'arc ennemi. Mais si tu veux partir dans une campagne avec ce personnage-là et que tu as suffisamment de boîtes pour croiser des démons et des morts vivants, là, ça peut devenir intéressant de choisir l'un ou l'autre en fonction de ce que tu vas rencontrer. À voir. Ça, c'est vraiment au choix. Quand tu démarres la partie, l'un ou l'autre, peu importe. Le chasseur de démons, plus pour moi, parce qu'il a un sac à dos de plus. Voilà, il sauvegarde sur bouclier, contre l'autre qui a 2 sacs à dos et un sauvegarde sur pentacle. Bon, bah, c'est... Voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Abonnez-vous uniquement si le contenu vous a plu et vous plaît, de manière générale sur la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous. Bonne continuation. Je vais donc ranger mon bazar et m'atteler maintenant à un nouveau personnage. Je ne sais pas encore qui je vais faire. Je verrai bien en fonction de mon envie, de mon humeur. Allez, des bisous. À plus tard. Salut, salut.